pour la rentrée. Hein? Et quand vous n'allez pas vous rappeler, ça va poser des problèmes, mais il faudrait que vous vous rappeliez. Hein? Alors voilà, on en est dans cette histoire de Peirce, et ce qu'on a vu, c'est, vous vous rappelez, la distinction de 3 types d'images chez lui. Et ces 3 types d'images chez lui, c'est la primité qui correspond, en gros, on le sait d'avance, à notre image affection. C'est la secondéité qui correspond, en gros, à notre image action. Et c'est la tiercéité qui correspond à quoi? Ben pour le moment, on n'en sait pas, on n'en sait rien. On retient juste, d'après notre séance précédente, que cette tiercéité a pour caractère le domaine du mental, selon Peirce, ce qu'il appelle lui-même le mental, c'est-à-dire le pensé, le domaine du pensé, de ce qui est pensé. Et que Peirce l'exprime sous l'exemple tantôt de la loi, une loi, tantôt de la signification, tantôt de la relation. Et nous avions vu que la meilleure manière peut-être de définir ce domaine mental de la tiercéité, c'était la relation prise dans ses 2 sens. Et c'est ce que j'avais essayé de développer la dernière fois, à savoir au sens de relation concrète ou naturelle, premier sens, ou au sens de relation abstraite, deuxième sens. Et là, j'insiste dans cette récapitulation pour que vous ayez ça bien présent à l'esprit. Il me paraît très important, cette distinction de 2 sens du mot relation, que bien d'autres philosophes que Peirce, qui n'apparaît d'ailleurs pas chez Peirce, mais ça fait rien, ça n'a aucune importance, que beaucoup de philosophes ont pressenti et indiqué. Et je disais, moi, elle me paraîtrait tout à fait correspondre à quelque chose de très concret quand on parle de relation. Encore une fois, toutes les relations sont extérieures à leur terme, ça, pas de problème. Mais il y a des relations qui consistent en ceci, comment une image donnée conduit naturellement, entendez, sans effort, à une autre image qui n'est pas donnée, qui n'était pas donnée. Exemple, encore une fois, une photo me fait penser à la photo de Pierre, me fait penser à Pierre. Et comme disait Hume, transition aisée. C'est ça qu'on appellera une relation naturelle ou concrète. La ressemblance, ici, agit, la ressemblance entre la photo et le modèle agit comme une relation concrète. Et on remarquait qu'il y a d'autant plus de raisons d'appeler ça naturel ou concret que ces transitions sans effort ne vont pas loin. Elles s'éparpillent très vite ou bien elles s'interrompent. Une relation naturelle, elle marche entre 2 choses qui se ressemblent beaucoup. Mais comme on l'a 1000 fois constaté, n'importe quoi ressemble à n'importe quoi. Il suffit de trouver le point de vue. Et là, vous n'avez pas une relation naturelle. La photo de Pierre me fait penser à Pierre. Pierre me fait penser à Paul qui lui ressemble. Mais de ressemblance en ressemblance, la relation naturelle va vite se dégrader. Et là, ça ne marchera plus. Il n'y aura plus de transition, il y a bien transition aisée de A à B, de B à C, de C à D, et donc à la rigueur de A à D, mais au-delà, ça ne se fait plus. Ça s'épuise vite, les relations naturelles. Tandis que vous vous rappelez, la relation abstraite, ce n'est pas une transition aisée qui nous mène d'une image donnée à l'image de quelque chose qui n'était pas donné. La relation abstraite, c'est une circonstance qui détermine une comparaison de l'esprit entre 2 images
qui ne sont pas reliés relativement. Si je dis par exemple, entre A et X, quelle ressemblance y a-t-il? Comme n'importe quoi ressemble à n'importe quoi, il y aura toujours une circonstance par laquelle deux choses quelconques se ressembleront, à la limite, parce que ce sont des choses. Bon. Et la circonstance ou la raison pour laquelle je compare deux idées, deux images, qui ne sont pas en relation naturelle l'une avec l'autre, c'est ça une relation abstraite. Voyez, il y a donc bien deux sens du mot relation. Alors j'ai donc ça, voilà, nous en sommes là, priméité, secondéité, tiercéité, selon Peirce. Ce sont les trois types d'images. Là-dessus, problème, à mon avis, il me semble très très important. Comment une image devient-elle un signe? Et ce problème, comme Peirce crée cette nouvelle discipline sémiotique ou sémiologie, ce problème, il devrait être fondamental pour Peirce. Car enfin, tout signe est une image, mais toute image n'est pas un signe. On appellera signe certaines images spéciales. Donc vous voyez que signe nous lance dans un tout nouvel élément à découvrir, dans un tout nouveau monde. J'ai mes trois types d'images, bon, 1, 2, 3, mais alors les signes, et pourquoi il y a besoin de signes? Ben, je dis, à ma stupeur ou à la stupeur, enfin, Peirce ne s'intéresse pas tellement à ce problème. Il faut vraiment bien chercher les pages. Et pourtant, il y a des pages où on peut tirer sa conception. Pourquoi des images donnent-elles lieu à des signes? Et quelle différence y a-t-il entre une image et un signe? Et il me semble que chez lui, il y a deux réponses. Il nous dit toujours, eh bien, vous voyez, un signe, c'est une tiercéité. Ah bon, ça va compliquer, parce que si un signe, c'est une tiercéité, c'est que dans un signe, il y a trois. Dans tout signe, il y a trois. Mais c'est hors de question de confondre la tiercéité et le signe. En ce sens que tout signe est une tiercéité, mais toute tiercéité n'est pas un signe. La tiercéité, c'est un type d'image. Elle n'est pas par elle-même un signe. Donc, s'il est vrai que tout signe est une tiercéité, la question devient quel type de tiercéité exigera d'être appelé signe. Et la première réponse de Peirce, c'est que la tiercéité, c'est le domaine du mental, du pensée, mais le pensée ne constitue pas par là même une connaissance. Tout ce qui est pensé ne constitue pas, ne forme pas une connaissance. Et que le signe, c'est une tiercéité constitutive d'une connaissance. En d'autres termes, c'est une tiercéité, puisque le domaine de la tiercéité, c'est la relation, eh bien, il nous dit, le signe est une tiercéité qui constitue une relation cognitive. Bon, on se dit bien, mais à ce moment-là, c'est un programme à remplir. Il devient un peu plus précis lorsqu'il nous dit ceci. Ben, un signe, c'est une tiercéité qui rend les relations efficientes. Mais il ne s'explique pas beaucoup. Là, ça m'intéresse déjà plus. Remarquez que les deux se valent.
Parce que peut-être que rendre les relations efficientes, c'est une excellente définition, peut-être, de l'acte de connaître. Ce serait une définition originale et peut-être très satisfaisante, qui répondra à la question: qu'appelle-t-on connaissance? La connaissance est une opération qui rend les relations efficientes. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique que les relations, vous vous rappelez, elles appartiennent à l'image de tiercéité. Elles appartiennent à la tiercéité. Mais en elles-mêmes, elles ne sont pas efficientes. Pourquoi? Les relations abstraites, les relations concrètes, qui me font passer naturellement d'une image à une autre image, est-ce qu'elles sont efficientes? Pas exactement. Dans le vocabulaire de Peirce, il faudrait dire qu'elles sont mises en action. Elles sont mises en action. Elles agissent. C'est pas ça l'efficience. Et les relations abstraites, elles sont inefficientes, en effet, tant que je les prends comme pure image de tiercéité. Je juge bon, circonstance par laquelle je juge bon de comparer deux idées, deux images arbitrairement unies. La définition même de la relation abstraite, elles ne sont pas efficientes. Les relations concrètes agissent. Elles font passer l'esprit d'une image à une autre, mais elles ne sont pas efficientes, elles agissent. Elles sont actives, si vous voulez. Elles sont agissantes. Et les relations abstraites, elles sont inefficientes. Je compare deux idées arbitrairement unies dans l'imagination. Qu'est-ce que c'est rendre les relations efficientes? Je suppose, quoi qui ne s'explique pas beaucoup là-dessus, je suppose que ça veut dire les rendre opératoires. Et c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance à ce que je suggérais la dernière fois, c'est qu'il est impossible de penser la relation. C'est le seul apport là que je voudrais vous proposer pour le moment, là, dans cette perspective. Impossible de penser, si la philosophie a échoué ou a rencontré tant de difficultés dans un effort pour penser la relation, c'est parce qu'on n'a pas assez vu ou pas assez dit que la relation impliquée enveloppait strictement le changement. Parce qu'on n'a pas vu que la relation était du domaine du devenir. Je dis une platitude, mais c'est vrai, c'est comme ça. Si on voit que la relation est inséparable du devenir et du changement, je crois qu'il devient beaucoup plus facile de la penser. Mais ça veut dire que la relation elle-même est comment dire, tributaire d'un système de rapport entre relations, telles que les relations peuvent se transformer les unes dans les autres. Je dirais qu'à ce moment-là, les relations deviennent opératoires. Qu'est-ce que fait la science? Qu'est-ce que font les mathématiques? Elles rendent les relations opératoires. Pas n'importe quelle si, peut-être d'ailleurs n'importe quelle relation, peut-être. Relation de situation, on pourrait même distinguer des branches de mathématiques. Les relations de situation sont rendues opératoires, les relations quantitatives sont rendues opératoires, les relations linéaires sont rendues opératoires, tout ce que vous voulez. On pourrait définir les mathématiques comme le premier système qui rend les relations opératoires ou efficientes. Très bien. Alors acceptons pour le moment tout ça. Et on a une définition du signe qui est: le signe est une image de tiercéité définie par ceci, qu'elle rend les relations renvoyant à la tiercéité, qu'elle rend les relations efficientes. Bon, mais ça c'est une définition comme ça. Je veux dire, c'est une définition purement nominale. Alors concrètement, ça va être composé comment un signe? Il faut qu'on y retrouve de la tiercéité. Eh bien oui, nous dit Peirce. Quelle va être la définition réelle du signe?
Quand je dis le signe est une tiercéité qui consiste à rendre les relations opératoires, je n'ai qu'une définition nominale. Je ne dis pas en quoi consiste le signe. Si je cherche une définition réelle qui énonce en quoi consiste le signe, très bien. Il va consister dans quelle tiercéité? Peirce nous dit, eh bien, un signe, c'est une image. 1. 2. Qui vaut pour une autre image. 3. Par l'intermédiaire d'autres images qui rapportent la première à la seconde. Et ça a l'air embêtant, tout ça, mais c'est là-dessus. Il me semble que c'est constitué d'une grande partie de la philosophie moderne. C'est pour ça que c'est important, cette espèce, pour moi, cette espèce de retour à Peirce. Je m'explique. Vous voyez que, dans cette définition réelle du signe, ce qui est important, c'est qu'en effet, c'est manifestement une tiercéité. C'est une image qui vaut pour une autre image par l'intermédiaire d'autres images qui renvoient la première image à la seconde. Expliquons-nous mieux avec les mots qu'emploie Peirce. Le signe est une image. En lui-même, il est une image. C'est son aspect, je dirais, c'est la priméité du signe. C'est le signe en lui-même. Il l'appelle représentamen. C'est le signe en lui-même, la priméité du signe. Le signe considéré comme une image. Il vaut pour une autre image. Cette autre image, pour laquelle il prétend valoir, là il l'appelle, curieuse cette alternance de mots bizarres et de mots tout ordinaires, il joue là-dessus. Beaucoup, il faudra se demander pourquoi aussi. Il l'appelle l'objet. Comprenez que l'objet d'un signe n'a nul besoin d'être réel. Un signe est une image et son objet est une autre image. Il arrive que l'objet soit un objet réel, il arrive que l'objet ne soit pas un objet réel. Le dessin d'un centaure est un signe qui vaut pour un objet lequel objet n'est pas réel. Bien. Ça, je dirais donc, l'objet, c'est-à-dire l'image pour laquelle le signe prétend valoir, c'est la secondéité du signe. Troisièmement, par l'intermédiaire d'autres images qui rapportent la première, le représentamen, à la seconde, l'objet. Et ça, il va l'appeler, et c'est ça qui a fait tellement de problèmes lorsque on a commencé à connaître Peirce et ses textes, il appelle ça l'interprétant. C'est l'interprétant du signe. Les images qui rapportent la première image à la seconde. Quoi? En général, les gens qui lisent Peirce ne comprennent jamais comme ça. Ils s'arrangent toujours pour comprendre autre chose que ça. Oui, oui. Vous voyez quel contresens ce serait de croire que l'interprétant, c'est un interprète.
Peirce a toujours, et certains de ses disciples en Amérique, ont tout de suite foncé dans cette direction. Dans quel but? Pour faire une psychologie du signe. Mais Peirce est un logicien qui, à ce titre, n'aime pas du tout la psychologie et prétend récuser toute psychologie. L'interprétant n'a rien à voir avec un interprète. L'interprétant, c'est l'ensemble des images tierces qui rapportent une image première à une image seconde pour laquelle l'image première prétend valoir, mais telle qu'elle ne pourrait pas avoir cette prétention sans les interprétants. C'est ce système qui rend les relations efficientes. Alors évidemment, ouf, un exemple. Prenons un exemple. Voyez déjà l'importance de ce système triadique. C'est que si vous comparez avec, en gros, un contemporain de Peirce, qui lui est bien connu en France, Saussure, qui n'est pas français, qui est bien connu en France, eh bien, il est bien connu que toute la théorie du signe de Peirce a pour fondement une espèce de distinction duelle, signifiant, signifié. Pour Saussure. Pour Saussure, pardon. J'ai dit, oui. Vous voyez qu'il est relativement important déjà pour nous que Peirce ne peut absolument pas s'inscrire dans une pareille ligne. D'où l'importance de son idée de tiercéité. Il n'y a pas de place pour du signifié, du signifiant, tout ça. C'est une toute autre atmosphère. Bon. Mais ouf, des exemples, quoi. Je veux dire, on réclame des exemples. Le présentateur du français du livre, dont je vous ai dit à quel point il était excellent, en donne un, mais un qui est évidemment inquiétant, puisqu'il va prendre un exemple linguistique. Et moi, je tiens beaucoup aussi, je vous rappelle, à l'idée que pour Peirce, il n'y a pas de différence de nature entre des signes qui seraient naturels et des signes qui seraient conventionnels. Donc, il nous faudra au moins deux exemples, à nous d'en trouver un autre. D'après l'exemple du commentateur de Deledal, il prend un mot et il dit, prenons le mot grenade. Voilà, c'est un signe. En quel sens? Le représentant même, c'est le mot considéré en lui-même. Ce que les linguistes appelleraient l'image verbale. Le mot prétend valoir pour quelque chose, ce quelque chose étant une autre image. Ah oui, mais quoi? Je peux dire l'objet, eh ben, c'est une ville. Dans d'autres cas, je peux dire l'objet, c'est un fruit. Dans d'autres cas encore, je peux dire l'objet, c'est une arme. Qu'est-ce qui me fait choisir? Ce qui me fait sélectionner, c'est les interprétants. À savoir, par exemple, tout un contexte verbal où il est question de l'Espagne, des villes espagnoles, de ce qu'il y a dans les villes espagnoles. Je me repère, avec cette suite d'interprétants, je me repère et je dis, quand j'entends le mot grenade, l'objet, c'est la ville. J'espère que c'est en Espagne. Non, je me méfie de tout maintenant. Bon, si j'entends, en revanche, si j'ai une série d'interprétants du type
manifestations, policiers, etc., je dis c'est l'arme. Hein. C'est l'arme. Alors, si j'entends une grenade à Grenade, oh, j'ai un court-circuitage de 2 séries d'interprétants. Hein. Bon, etc. Voyez ce que Peirce veut dire lorsqu'il dit le 1 du signe ne se rapporte aux 2 que par l'intermédiaire des interprétants, que par l'intermédiaire de 3. Je veux dire une chose toute simple. En effet, si j'en reste à 1, 2, l'objet sera forcément incomplet pour le moins. Ou bien il restera indéterminé, c'est-à-dire disjonctif. C'est ou bien une ville, ou bien un fruit, ou bien une arme, ou bien il restera incomplet. C'est donc seulement le 3, c'est-à-dire les interprétants, qui rapportent complètement 1 à 2, et par là rend la relation efficiente, opératoire. Donc il est en train de tenir son pari. Je dis, moi j'ai besoin d'un exemple de signe naturel, parce que je tiens beaucoup à... Parce qu'il n'y a pas de différence entre les signes naturels et les signes conventionnels. C'est très bien, parce que vous comprenez ça, ça supprime déjà toutes sortes de problèmes linguistiques. Hein. Il y a des différences, mais elles surviennent de tout à fait autres, à des niveaux très bas, quoi, très... voilà, je marche dans la forêt. Et je vois une trace. Une trace, c'est un signe. Bon. Je dis la trace en elle-même. La trace en elle-même, c'est un représentamen dans le langage de Peirce. C'est un signe. L'objet. Je dis, cette trace a été laissée par une bête. Une bête est passée par là. Bon. L'image de bête est l'objet du représentamen trace. D'accord, ouais. Et puis une bête, c'est l'objet, mais l'objet incomplet. Qu'est-ce qu'il me faudra? Eh bien, par exemple, il faudra une chaîne d'interprétants. Pas mammifères, oiseaux. J'exclus, vous voyez, toute une série qui me conduirait à mammifère. Non, c'est un oiseau. Que j'enchaîne avec d'autres interprétants. La trace me renvoie à, si je suis très très fin, elle a été faite la nuit. C'est pas une trace de jour. Donc j'ai déjà une chaîne d'interprétants, oiseaux, nocturnes. Bon, ça peut continuer. Rapaces, mangeurs d'hommes, etc., etc., etc. Bon. Vous voyez que là aussi, mon objet reste incomplet s'il n'y a pas l'interprétant et la chaîne des interprétants qui ramène 1 à 2. Voilà donc ce que c'est qu'un signe pour Peirce. Donc je dis bien pour Peirce, un signe, on a quand même beaucoup avancé là, c'est une image spéciale. En ce sens que nominalement, elle rend, c'est toujours une tiercéité, nominalement, elle rend les relations qui appartiennent à la tiercéité opératoires ou efficientes. Réellement,
elle consiste en une organisation particulière. C'est une tiercéité qui consiste en ceci et uniquement en ceci. Et c'est seulement dans ce cas qu'on parlera de signe, une image qui vaut pour une autre image par l'intermédiaire d'autres images. D'accord? C'est compris ça, parce que va en surgir évidemment. Non, on ne marche pas. Ou bien... Ah bon. Quoi, hein? Je veux un autre exemple. S'il est très court, pardon, parce que je voudrais passer vraiment à... Oui, donne un... Oui, si tu veux. Ouais. Non, ça va pas. Le bleu, ça représente tout à la fois la liberté et la noblesse ou la bourgeoisie devenue noble. Enfin, le bleu ou aujourd'hui la droite. Le rouge, ça représente à la fois l'égalité et le peuple. Et le blanc, ça représente le roi. Dans la manière dont le drapeau a été constitué sous la Révolution française. C'est-à-dire que le drapeau a été constitué de telle manière que le roi, ou maintenant l'État, maintiennent en permanence l'équilibre entre les riches et les pauvres, ou bien les aristocrates plus les bourgeois d'un côté et le peuple, se démerdent pour que ça ne bouge pas et que l'État soit un stabilisateur de la société. Et si le drapeau était réellement liberté, égalité, fraternité, comme on le dit en France, il devrait être bleu, jaune, rouge. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les trois couleurs se composent dans le blanc et que le peuple entier devient roi. D'accord, mais à mon avis, c'est une tiercéité, c'est pas un signe, ça. Le drapeau est bien un signe, mais dans ton histoire, mais d'un tout autre point de vue, parce que dans ton histoire bleu, blanc, rouge, tu ne peux pas fixer un représentamène, un objet et les interprétants. Comment? Mais si, c'est évident. Le représentamène, c'est le drapeau. Hein. L'objet, c'est le type d'équilibre politique qu'il est choisi de maintenir dans la société. Et l'interprétant, c'est avec quoi tout ça a été constitué. Quand on sait par exemple que les couleurs de la maçonnerie étaient le bleu et le jaune, c'est-à-dire liberté plus fraternité. Bah oui, mais il complique hein, ton exemple. Bah d'accord, si, d'accord. Hein. Mais il est compliqué. Mais finalement, quand même, c'est important cet exemple, parce que il y a les exemples où on passe par les concepts. Alors c'est pratique, mais quand on est face à un code analogique, à une expression analogique, c'est toujours fragmentaire, quoi. Ou alors il faut que l'expression soit très formalisée. Sinon on interprète la série interprétante et... Oui, mais alors quitte à faire la formalisation, il faudrait la faire symboliquement, il faudrait plus la faire par exemple. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, Peirce. Alors du coup, vous comprenez sa liste de signes. Vous allez voir dans quel, vous comprenez tout de suite dans quel truc il se trouve. Il se trouve devant. Je peux écrire là. C'est pour ça que c'est très important. Je demande à ceux qui suivent vraiment de prendre ce tableau en note parce qu'on en aura tellement besoin quand j'en viendrai à ce que je voudrais faire moi. On en est là. Là, j'ai d'un côté priméité, secondéité, tiercéité. Je peux dire, ce sont les trois cas d'image-mouvement. Mais enfin, puisqu'on en est dans Peirce, gardons son vocabulaire, lui il appelle ça, je l'avais dit dès le début, non pas phénomène, il éprouve le besoin de prendre un autre mot pour ne pas être confondu avec la phénoménologie, il appelle ça phanéron.
les phanérones. Bon, on l'a vu, le mot phanérone m'intéressait puisque finalement ça me paraissait être traductible par image-lumière. Et puis on avait vu que les images-lumière et les images-mouvement, pour nous, c'était pareil. Donc de toute façon, c'est en gros le monde des phénomènes. Ou des images. L'image, c'est le phénomène. C'est le phanérone, c'est tout ce que vous voulez. Eh bien, donc, l'image a, selon Peirce, trois types. Priméité, secondité, tiercité. Si je fais maintenant ce type d'image très spéciale dans l'autre sens, signe, c'est non plus les images, c'est les signes. Je vois que ils ont une priméité spéciale, le représentamen, une secondéité spéciale, l'objet, une tiercéité spéciale, l'interprétant. Le signe est lui-même une tiercéité, puisqu'on l'a vu, sa priméité et sa secondéité supposent la tiercéité. Bon, ce qui est le propre de toute tiercéité. Bien, pour avoir le tableau des signes, enfin le tableau le plus simple, hein, parce que ça se compliquera, mais du coup, nous, on s'en occupera plus, ça va se compliquer encore. Il suffit, on peut prévoir combien on va avoir de grandes classes de signes. En d'autres termes, je suis en droit de m'attendre à 9 grandes classes de signes. Alors, commençons par... Qu'est-ce que je vais mettre là? Ma question, j'envisage donc le signe en lui-même. En d'autres termes, je pose la question, pour toute cette rubrique, toute cette tranche, je pose la question, dans le signe, qu'est-ce qui fait signe? Qu'est-ce qui fait signe? Ma réponse, c'est premier cas. Ce qui fait signe, ce peut être une qualité pure. Une qualité pure. Si c'est le cas, je l'appellerai un qualisigne. Lorsqu'un signe en lui-même est tel que ce qui fait signe, c'est une qualité, nous nous trouvons en présence d'un qualisigne. Vous me direz, il n'y a pas de qualisigne pur d'avance. Peut-être, peut-être pas. S'il n'y a pas de qualisigne pur, ça ne fait rien. On appellera qualisigne ceux où cet aspect domine. Il est même probable que ça, c'est des signes purs qui ne sont jamais effectués. Ce qui est effectué, c'est des combinaisons de signes. Or, ce qui est très important, c'est que certaines combinaisons ne sont pas effectuables. Bon, continuons. Ce qui fait signe, c'est une qualité. Dans ce cas-là, je parlerai de qualisigne. Supposons que ce qui fasse signe, c'est un état de chose. Non pas une qualité pure, mais un état de choses qui comporte plusieurs qualités, des qualités actuelles, actualisées. Bon, on va tout de suite prendre
tout à l'heure, on va prendre un exemple, mais je suis forcé de commencer par l'abstrait. Je dirais, suivant Peirce, que là, lorsque ce qui fait signe, c'est une qualité, mais une qualité effectuée, actualisée dans un état de chose, actualisée dans une chose, c'est une chose individuelle, forcément, un état de chose individué ou une chose individuelle, c'est un saint-signe, S-I-N, signe. Pourquoi le préfixe saint, ici, Peirce l'explique, est le même que pour singulier. Un état de chose individué ou individuel. Troisième réponse possible, ce qui fait signe, c'est une loi. C'est une loi. Ah non, pardon. Quelle erreur je faisais. C'est un légicible. C'est un légicible. Prenons un exemple. Je peux dire le vert est signe d'espérance. Le vert est signe d'espérance, que ce soit vrai ou faux, peu importe. Hein. Le vert est signe d'espérance est une proposition où le vert est un qualisigne. Je considère en effet le vert comme signe d'espérance et je considère le vert comme qualité pure, qu'elle soit effectuée, qu'elle ne soit pas effectuée. Quand je dis haute proposition, la vache reconnaît ce qui est bon à manger par le ver. C'est-à-dire, elle mange de l'herbe. Je considère cette fois-ci le ver comme effectué dans un état de choses, prairie. Le ver de la prairie. La vache ne confond pas le ver de la prairie avec, en tant qu'il est effectué, avec du ver couleur, pure qualité. Donc ce qui fait signe à la vache, lorsqu'on la lâche dans la prairie et qu'elle baisse sa tête puissante, obéissant par là, et montrant qu'elle a saisi un signe, et qu'elle se met à mâcher, ce qui lui fait signe, c'est un saint signe. Je passe au feu vert. C'est un légicigne. Le vert fonctionne là comme légicigne. Il y a en effet une loi, dans ce cas, loi conventionnelle, d'après laquelle le rouge signifie l'arrêt de la voiture et le vert signifie le passage de la voiture. Bon. C'est bien une loi conventionnelle, puisque pour le piéton, c'est l'inverse. Celui il passe au rouge, c'est lui, le rouge, qui fonctionne comme légicigne de passage. Bon, très bien. Reprenons cet exemple du feu vert, pour vous montrer, vous devez bien pressentir qu'il y a des problèmes, parce que tous les signes concrets que je pourrais analyser, est-ce qu'ils n'ont pas plusieurs aspects? Il y a bien un aspect par lequel le feu vert est un qualisigne. Et ce n'est pas étonnant, puisque finalement tout signe a une tiercité. Et aussi dans le feu vert, le vert ne vaut pas simplement par sa qualité. Le vert, il vaut en tant qu'effectué dans un état de choses. Le rond dans un poteau avec un autre feu qui lui sera rouge. Enfin, c'est un légicigne. Un signe étant donné, vous pouvez toujours vous demander
qu'est-ce qu'il est en premier lieu, mais aussi à quels autres types de signes participe-t-il. Voilà. On a donc notre première série. Je dirais que le qualisigne, c'est le signe en lui-même de la priméité. Le saint-signe, c'est le signe pris en lui-même de la secondéité. Le légisigne, c'est le signe pris en lui-même de la tiercéité. D'accord? Là-dedans, je remarque que les trois termes sont créés par Peirce. Alors là, il ne s'est pas beaucoup fatigué pour créer, parce qu'il l'a fait. Il l'a transformé en préfixe. Parce que je pense toujours à ça, quant à ce problème annexe, dans quel cas et comment est-il nécessaire pour un philosophe de créer de nouveaux termes? Dans quel cas est-ce qu'il peut se contenter de termes déjà connus? Passons au deuxième aspect du signe. Cette fois-ci, je considère le signe non plus en lui-même, non plus la question qu'est-ce qui fait signe, mais je le considère par rapport à son objet. Sous la question de quel type est le rapport du signe avec son objet supposé. Du point de vue de la priméité, je dirais qu'il y a certains signes qui renvoient à leur objet par des qualités qui leur sont intrinsèques. Par des qualités qui leur sont intrinsèques. Vous comprenez tout à fait que dans ce cas-là, le rapport du signe à son objet est saisi sous l'espèce de la priméité. C'est par des qualités intrinsèques que le signe renvoie à son objet. Exemple, un tel signe, oui, je l'appellerai, selon Peirce, une icône. Une icône est, selon lui, un signe qui renvoie à son objet. Après ça, il faut que en tout cas ceux qui, il faut à tout prix vous rappeliez tout ça, parce que comme nous, on va donner ensuite un sens très différent à toutes ces notions, il faut que... oui, je veux dire, c'est du niveau d'une espèce d'axiomatique, on a le droit, Alors, une icône, vous voyez, en effet, ça paraît coller sa définition de l'icône, parce que, bien, exemple, en effet, d'un signe qui renvoie à son objet par des qualités qui lui sont intrinsèques. À lui, signe. Ben, une photo. Une photo. C'est par ses qualités intrinsèques qu'elle renvoie au modèle. Mais je dirais plus, une figure géométrique. Est-ce que c'est pas une icône aussi? Une figure géométrique sous quelle forme? Il faut faire attention. Le triangle que je trace au tableau, un triangle que je trace au tableau est un signe qui renvoie à son objet l'image du triangle par des qualités qui lui sont intrinsèques. Il ne faudra pas s'étonner que, là je ne veux pas du tout développer les théories de Peirce à ce point-là, que Peirce dise par exemple que quelque chose comme les diagrammes sont des cas d'icônes. Tout cas, vous voyez, l'icône, eh bien, du point de vue cette fois-ci du rapport du signe à son objet, eh bien, le signe de priméité. Non plus du point de vue de la question qu'est-ce qui fait signe, mais du point de vue de l'autre question, de la seconde question, quel rapport y a-t-il entre le signe et l'objet? Du point de vue de la secondéité, le rapport du signe à l'objet peut être tel
que le signe n'existerait pas en tant que signe sans son objet, c'est-à-dire sans l'existence de son objet. Donc le signe, cette fois-ci, se rapporte à son objet en vertu de l'existence supposée de l'objet même. Je dis par exemple, la fumée est signe du feu. Un tel signe qui se rapporte à son objet part et dans la supposition de l'existence de l'objet, je l'appelle, ou plutôt Peirce l'appelle, un indice. Et il nous dit la fumée est l'indice du feu. En d'autres termes, le signe est là signe de quelque chose de posé comme existant. Vous voyez que c'est bien de la secondéité, puisque la secondéité, son état naturel, c'était, vous vous rappelez, le duel. L'indice est un cas de duel, ou de relation diade, de diade. Le signe renvoie, etc. Troisièmement, le rapport du signe à l'objet est réglé par une loi. Loi naturelle ou conventionnelle. C'est ce que Peirce appellera un symbole. Et du point de vue des interprétants, eh bien, les interprétants, c'est donc, vous vous rappelez, ce par l'intermédiaire de quoi, c'est la tiercéité du signe, ce par l'intermédiaire de quoi, le tiers par quoi, le représentant même, rend opératoire, rend efficiente la relation qu'il a avec l'objet. Et en effet, il y a trois interprétants. Non seulement l'interprétant, c'est la tiercéité du signe, mais il y a trois interprétants. Eh bien, un interprétant est là. Alors, comme je voudrais quand même aller vite, je précise que Peirce lui-même, dans ses textes successifs, dit « Ah là, c'est terrible, c'est très difficile, c'est pas au point. » Il n'a pas cessé de varier. Il n'a pas cessé de varier parce que, et puis ça l'intéressait beaucoup, et puis il a fini par trouver plein d'interprétants, de types d'interprétants. Alors, donc je dis bien que je m'en tiens moi, à des choses très très élémentaires. C'est déjà assez varié comme ça. Il y a un interprétant qu'on pourrait appeler l'interprétant immédiat du signe, qu'il appelle l'interprétant immédiat du signe. Et l'interprétant immédiat du signe, c'est la signification. Signification, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que c'est la signification? Parce que c'est hypothétique. Ça n'est ni vrai ni faux. C'est le domaine de ce qui n'est ni vrai ni faux. Le mot grenade, son interprétant immédiat, c'est ville, arme ou fruit, point d'interrogation.
Vous voyez que c'est l'ensemble des significations du mot. C'est hypothétique puisque je ne sais pas, je n'ai aucune raison de choisir. Et ça n'est ni vrai ni faux. Dans le langage, on dirait que l'interprétant immédiat, c'est le mot. Un mot n'est ni vrai ni faux. Il témoigne d'une possibilité, c'est comme on dirait une fonction propositionnelle. C'est de l'hypothétique, c'est tout ce que vous voulez. Eh bien, l'interprétant immédiat, il l'appelle très mystérieusement pour nous. Il l'appelle un rêve. Et pourquoi il appelle ça un rêve à ma connaissance? Parce que j'ai pas bien regardé les textes anglais, les textes américains. Je ne vois pas de justification du mot. Parce que le mot en gros dérive du grec et implique un devenir, un écoulement. Et lui, il emploie rêve pour comme l'équivalent du mot ou de l'interprétant immédiate de la signification en tant qu'elle n'est ni vraie ni fausse. Je ne vois pas très bien, mais je sais pas. Quoi? Il ne connaît pas l'objet en devenir, il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'objet en devenir. Ah d'accord, oui, non, mais notre question portait sur ce qu'il a dans la tête, lui. Lui, il ne connaît qu'une chose, c'est le possible. En effet, puisque la priméité, vous vous rappelez, oui, ça c'est le domaine du possible, la secondarité, c'est le domaine du réel ou de l'existant, la tiercéité, c'est le domaine du nécessaire. Lui, il ne connaît que le possible. Alors, le rêve, c'est bien une figure du possible. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce mot? Enfin, ça m'échappe, non, enfin, ça peut-être pas tout. Bon. Puis, c'est pas très, très important. Pour le reste, ça va mieux, parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'interprétant immédiat? Il y a ce qu'il appelle l'interprétant dynamique. Et là, alors, l'interprétant dynamique, on s'y retrouve davantage, parce que je me demande, là, j'ai un doute, est-ce que je force pas, est-ce que je suis bien fidèle, mais enfin, il faut en finir. Pour moi, il me semble que ça correspondrait tout à fait à ce que nous avons appelé relation naturelle. C'est la relation naturelle. L'interprétant dynamique, c'est l'ensemble des images auxquelles la première image s'associe naturellement. Elles sont données avec elle, je suppose. Non, elles ne sont pas données avec elle. Mais la relation naturelle fait que l'esprit passe de l'image qui est donnée à ces images qui n'étaient pas données. Et comment il va faire? Eh bien, en formant une proposition. C'est la proposition, en effet. Dans l'interprétant immédiat, nous avons l'équivalent d'un mot. Dans l'interprétant dynamique, nous avons l'équivalent d'une proposition. C'est la proposition qui va déterminer l'ensemble des images par l'intermédiaire desquelles l'image 1 renvoie à son objet. Grenade est une ville espagnole, proposition. Vous voyez que ville, Espagne sont les interprétants dynamiques par lesquels le mot Grenade renvoie à l'objet
la ville située en Espagne. J'ai donc une série d'interprétants dynamiques, c'est-à-dire de relations naturelles. Grenade me fait penser à ville, me fait penser à Espagne, etc. J'ai eu une série d'interprétants dynamiques qui rapportaient. Donc je peux dire que pour moi c'est les relations naturelles, l'interprétant dynamique, et c'est très normal qu'elles deviennent opératoires dans la proposition, qui elle, contrairement au mot, la proposition est la possibilité de quelque chose de vrai ou de faux. Ce qui sera vrai ou faux, c'est le jugement qui affirme ou nie la proposition. Mais non, je me suis trompé complètement. Proposition. Ah oui, c'est le dit signe, oui, oui. Mais je n'ai pas encore donné le nom du signe. Je dis c'est l'équivalent, etc. Ce signe correspondant à l'intérêt. Ah, je commence à m'embrouiller. Correspondant donc aux relations naturelles présentes dans une proposition, il l'appelle le dicissigne. D-I-C-I, c'est le dicissigne. Et enfin, il y a ce qu'il appelle l'interprétant final. Vous voyez, interprétant immédiat, interprétant dynamique, interprétant final. L'interprétant final, eh ben, c'est ce qui évidemment est sur un autre plan, mais doit bien d'une certaine manière clore la série, parce que sinon, la série des interprétants dynamiques, elle va à l'infini. Et comme dit Peirce, toute pensée renvoie une autre pensée, qui renvoie une autre pensée, etc. à l'infini. Mais à un autre niveau, il y a bien une clôture. Moi, j'aurais envie de dire, parce que ça serait trop beau pour nous, mais enfin, il n'y a pas de raison que ce soit bien pour nous, que ça, pour moi, j'arrive pas à comprendre. Là, je vous dis, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. C'est pas vrai. Parce que, dit au point où nous en sommes, il n'y a qu'une manière. Là, ça ne peut être que le domaine des relations abstraites. Et en effet, il semble dire, puisque le signe va être nommé argument. Argument. Et que, de même que le rème correspondait vaguement au mot en linguistique, et que le dicissigne correspondait vaguement à la proposition en linguistique, voilà que l'argument correspond en effet au raisonnement, au syllogisme. Donc là, je peux dire, et me sentir plus fort pour dire, ah ben oui, c'est le domaine de ce qu'on avait analysé la dernière fois sous le nom des relations abstraites. Malheur, il maintient dans toutes sortes de textes, mais en disant que c'est d'une difficulté, que l'interprétant final, c'est, dit-il, l'habitude. L'habitude. L'habitus, l'habitude. C'est bien. Les textes deviennent très difficiles parce que, moi, il me paraissait évident que l'habitude, c'est précisément ce qui me fait passer d'un terme à l'autre dans la série des interprétants dynamiques. Pour lui, non. Quelle conception il se fait de l'habitude? Là, ça devient atroce. On retrouve là tout un aspect de la philosophie, en effet, anglaise-américaine, très important. Ça m'est égal. Ça m'est égal, ça, je n'y arrive pas, je ne me débrouille plus. Me suffit qu'au moins par un aspect, peut-être l'habitude, je ne sais pas, peut-être l'habitude, alors une conception radicalement nouvelle de l'habitude, mais
C'était aussi le tissu des relations abstraites présentées dans l'argument. Eh bien, vous voyez, c'est ce tableau qu'il faut pas. Donc, nous avons 7, 8, 9. Vous voyez que si on continuait, mais là je vais m'arrêter parce qu'il faut passer à autre chose. Là, j'ai mes signes purs, ou ce que je pourrais appeler des grands signes. Tout signe est une combinaison. Déjà, vous pouvez penser à combien de combinaisons sont possibles. Mais parmi les combinaisons possibles, il y en a d'ineffectuables. Pourquoi? Parce que, par exemple, tout le domaine de la priméité ne peut pas se combiner avec n'importe quoi. Je prends un exemple, il nous dira « est très possible un calicigne iconique rématique ». À partir de là, on est en pleine gaieté, parce que là, alors Peirce, vous comprenez, tout ce que je vous raconte, c'est que le début de Peirce. Alors bon, là, il ne donne pas de nom. Parfois, il donne un nom, mais pour le calicigne iconique crématique, qui est un des plus beaux, enfin, en tout cas, c'est le premier, ça, c'est possible. Il y a des cas complètement impossibles, là. Bon. Et puis à la fin de sa vie, plus il avançait, moins ça le satisfaisait tout ça. Alors il a multiplié les rubriques là, parce que les trois interprétants, il s'est aperçu que le signe avait, peu importe pourquoi, deux objets. Les trois interprétants qu'on a mis là, nous. Mais lui, il s'est mis à les mettre là. Alors il avait deux objets et trois interprétants. Du coup, il a obtenu beaucoup plus de signes. Ça finissait fantastique, manifestement son rêve c'était de faire une classification à 4000, 5000 signes. Alors, bon, c'est ce qu'on appelle l'œuvre d'une vie. Mais en même temps, il faisait de la logique formelle. Il mettait tout ça, il formalisait tout ça, c'est une œuvre très extraordinaire. Bon, rideau, parce que nous voilà alors devant le problème, et ben, nous, je veux dire, c'est pas que... On ne peut pas rivaliser avec un philosophe comme ça, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais nous, et ce n'est pas des objections, quand j'essaie de vous lire tout le temps, quand vous lisez quelque chose, quand vous lisez n'importe quoi, ben, il y a des choses qui vous servent, et puis vous dites ça c'est pour moi, et puis il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Bon. Quand vous écoutez un cours, il y a des trucs pour vous et puis des trucs pas pour vous. Ça fait partie des mystères, ça. Pourquoi que c'est pour vous, pourquoi que c'est pas pour vous. Personne ne le saura. Bon, si, peut-être, mais il faudrait bien chercher. C'est vraiment le problème de l'affinité des concepts. Eh bien, donc, moi, je ne permets aucune objection, quoique ça prendra ce terre pour aller plus vite. Je me dis juste, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. Je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est que je précise juste déjà qu'est-ce qui peut m'aller, qu'est-ce qui ne va pas. Je remarque, et je me dis, et mon image-perception. Et mon image-perception. Il n'y a pas de place pour elle là-dedans. Ce qui me paraît évident, c'est que pour moi, une fois, si vous consentez à ce que ce ne soit pas une objection, il en dit trop et il en dit pas assez. D'un côté, il en dit trop, parce que pour le moment, moi, j'aurais rien à faire de la tiercité. Évidemment, c'est gênant parce qu'il dit ceux qui ne comprennent pas la tiercité ne comprennent rien. Mais moi, j'en aurais à faire pour autre chose de la tiercité. Mais en revanche, j'aurais rudement besoin de quelque chose. Car en effet, c'est effarant quand même. Là, je peux dire, il exagère, Peirce. Parce qu'il se donne, lui, ces trois images. Là-haut, priméité, secondité, tiercité. Il nous dit, le phanéron, c'est-à-dire l'apparaître et organisé comme ça, allez vous faire voir. Mais c'est pas bien du tout, ça. D'où elles viennent? Qu'est-ce qui va rendre compte de cette triple racine du phanéron, de cette différenciation du phanéron? C'est comme ça parce que c'est comme ça.
Mais moi, je ne veux pas. Je voudrais que ce soit clairement indiqué, et vous voyez pourquoi, il n'y aura aucune analyse chez lui du phanéron. Mais nous, alors il a le droit, mais nous, on est forcés, parce que nous, on n'est pas parti du phanéron comme ça, on est parti d'une longue description de l'image mouvement ou de l'image lumière. C'est-à-dire notre phanéron à nous, on en a fait une très longue description. Donc, notre image mouvement, notre image lumière à nous, elle avait déjà une parfaite consistance. Bien plus, elle s'étalait sur tout un plan d'immanence, si vous vous rappelez. D'où nécessité pour nous de rendre compte de la différenciation des images de priméité, de secondéité et même de tiercéité. En d'autres termes, il nous faut quelque chose qui rende compte de cette différenciation. En d'autres termes, une racine de la différenciation. 1, 2, 3. Il nous faut quelque chose qui ne soit déjà plus l'image mouvement et qui ne soit pas encore de la priméité, ni de la secondéité, ni de la tiercéité. Quel autre mot voulez-vous lui donner que zéroïté? Donc, il me faut là une zéroïté qui elle-même aura des signes. Mais alors, si on fait ça, bien plus, puis si pour d'autres raisons on est amené à repousser provisoirement la tiercéité, qu'est-ce que ce sera un signe alors pour nous? Il faudra évidemment que ce soit tout à fait autre chose. Je veux dire ceci, et c'est ma première remarque. Il me semble qu'il n'en dit pas assez. Il n'en dit pas assez, si je résume, c'est parce que il n'y a pas chez lui d'engendrement des variétés d'images. Nous, il nous faut un degré zéro qui explique comment et pourquoi l'image mouvement donne lieu à de la priméité et à de la secondéité. En d'autres termes, il nous faut une zone qui rende compte de la naissance des images spéciales au sein et dans l'univers de l'image mouvement ou de l'image lumière. Or, on a vu, si vous vous rapportez à ce qu'on avait fait, ce qu'on a fait au tout début de l'année, on l'a vu ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le passage de l'image mouvement aux images spéciales? Et qui donc est à la fois une image spéciale déjà, et encore participe au plan des images mouvement. C'était précisément l'image perception. Et pourquoi l'image perception avait-elle ce privilège? Là, il faut le rappeler, sinon ça n'a aucun sens. L'image perception avait ce privilège parce qu'elle participait à un double système. Elle était inséparable d'un double système. Elle participait premièrement au système des images mouvement, qui varient toutes les unes par rapport aux autres, sur toutes leurs faces et dans toutes leurs parties. Et en ce sens, toutes les images, quelles qu'elles fussent, étaient des perceptions en soi. Et l'atome était une perception, en ce sens qu'il était la perception de toutes les actions qu'il subissait, de toutes les réactions qu'il opérait.
sur ce plan d'immanence des images-mouvements. Donc je dis que l'image-perception, par un de ses pôles, renvoyait au monde des images-mouvements et de leurs variations universelles. Et d'un autre côté, en même temps, l'image-mouvement, l'image-perception, la perception, exprimait par son autre pôle le mouvement, non, le processus par lequel le système des images-mouvements allait s'organiser autour d'un centre d'indétermination, c'est-à-dire où toutes les images allaient varier pour une seule, et par rapport à une seule. Et par rapport à ce second système, je ne disais plus toutes les choses sont des perceptions, je disais quelqu'un perçoit quelque chose. Quelqu'un, un centre d'indétermination, perçoit quelque chose. Les images cessaient d'être en soi, les images devenaient, le phanéron cessait d'être en soi. Il devenait pour quelqu'un. Et par rapport à quelqu'un qu'il percevait, un sujet percevant. Mais l'image-perception ne cessait pas d'osciller d'un de ces pôles à l'autre. Exemple évident que l'année dernière on avait beaucoup analysé à propos du cinéma. Il suffit que le sujet percevant, j'ai donc mes deux systèmes. Premier système, toutes les images varient les unes pour les autres. Deuxième système, les images varient par rapport à une image privilégiée. C'est les deux pôles de l'image-perception, d'accord? Mais si le sujet privilégié, si le centre privilégié, si l'image privilégiée se met à bouger elle-même, plus elle sera mise en mouvement, plus elle tendra à reconstituer l'universelle variation. Voilà, très bien. Alors, l'image-perception ne cesse pas d'osciller. C'est pour ça que je dis qu'elle est présupposée par la priméité et la secondéité, qu'elle est autre chose que l'image-mouvement, et pourtant qu'elle n'est pas encore la priméité. Elle va être ce qui rend possible la priméité et la secondéité. Et en effet, la qualité est qualité, mais il faudra bien d'une manière ou d'une autre elle soit perçue. L'action est action, mais il faudra bien d'une certaine manière qu'elle ne soit pas seulement agie, mais perçue. Donc l'image-perception accompagnera les images spéciales. Elle sera elle-même une image spéciale. Elle aura un très drôle de rôle. D'un côté, elle plonge dans l'image-mouvement pur. D'un autre côté, elle est déjà une image spéciale. D'un troisième côté, elle accompagne les autres images spéciales. C'est pourquoi, pour moi, s'impose une zéroïté qui renvoie à l'image-perception. Donc, moi, j'aurai en haut, on le verra plus tard, zéroïté, image-perception, priméité, image-affection, secondéité, image-action. Je laisse de côté pour le moment le problème de la tiercéité. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Je viens d'affirmer que dès l'image-perception, il y avait un caractère à la fois, quoi? Un caractère génétique. Il faut bien marquer l'engendrement, la genèse de chaque image spéciale. Il y a donc un aspect génétique. D'un autre côté, j'ai remarqué qu'il y avait un aspect bipolaire de l'image-perception. Elle participe à deux systèmes. Système de l'universelle variation, système de la variation relative à un centre privilégié, à une image privilégiée.
Bon. Pour moi, voilà ce que c'est qu'un signe. Alors, on va dire, bon. Un signe, je dirais, vous comprenez, un signe, c'est une image spéciale, une image particulière, plutôt, une image particulière, qui représente un type d'image. Voilà. Un signe, c'est une image particulière qui représente un type d'image. J'ai donc pour le moment, moi, 3 types d'images. Je ne tiens toujours pas compte de la tiercéité. J'ai des images perception, des images affection, des images action. Je dis un signe, c'est une image particulière en tant qu'elle vaut pour un type d'image. En effet, je dirais à ce moment-là, ah, c'est de l'image affection, c'est une image affection. Ah, c'est une image action. Ah, c'est une image perception. C'est donc une image particulière, c'est essentiel pour moi, qui représente un type d'image. Sous quel point de vue? Je n'ai pas encore introduit l'histoire des interprétants, je me la laisse de côté, je peux plus. En revanche, j'ai 2 points qui m'intéressent, et peut-être beaucoup plus. Comment une image particulière, de quel point de vue une image particulière peut-elle représenter un type d'image? En apparence de 2 points de vue, ou peut-être de 4, ça dépendra, à votre choix. Ça dépend si on résume, si on étend, de 2 points de vue. Du point de vue de la composition bipolaire de chaque type d'image. Donc un signe, ce sera dans ce cas une image particulière qui représente la composition bipolaire du type d'image auquel il renvoie. Évidemment, les exemples, ils viendront, les exemples. Vous comprenez que ça se complique, parce que déjà, là, en cherchant bien, je peux dire que j'aurai au moins 3 signes. J'aurai un signe bipolaire, un signe qui met l'accent sur le pôle A, et un signe qui met l'accent sur le pôle B. Moi, ça ne manque pas par case. Hein. Dans la course au nombre, c'est très important, c'est un nombre. L'autre aspect de ce type. Et là, j'en aurais peut-être 2 signes. Parce que pourquoi seulement de la genèse? Également de l'évanouissement. Ça peut être ou l'évanouissement du signe, du type d'image, pardon, pas l'évanouissement du signe. Le signe sera un signe d'évanouissement ou un signe de genèse, du type d'image auquel il renvoie. Parfois, comprenez qu'on ne peut rien décider d'avance. C'est par là que ça n'a pas l'air, mais c'est très très amusant. Parfois, je m'apercevrais que le signe d'extinction est nécessairement confondu avec le signe de genèse. Parfois, à ma stupeur, le signe d'extinction ne sera pas le même que le signe de genèse. Je dirais donc que, par type d'image, j'aurai, si je prends les choses au plus juste, 2 signes. Un signe de composition, donc bipolaire, et un signe de genèse, un signe génétique.
En effet, encore une fois, le signe sera l'image qui représentera soit la composition, soit la genèse du type d'image auquel il renvoie. Donc cette définition n'a rien à voir avec celle de Peirce. Et pourtant, on va trouver des signes communs, c'est pas grave. Si je vais au plus long, au contraire, je dirais, il y a des cas où je peux concevoir 5 signes par type d'image. En effet, le signe de composition se divisera en 3, suivant que les deux pôles sont pris en charge, ou l'un plutôt que l'autre. J'aurai donc dans ce cas 3 signes de composition. Et puis, le signe de genèse se divisera en 2. Éventuellement, signe de genèse et signe d'extinction. Donc j'aurai au minimum 2 signes par type d'image, zéroïté, priméité et secondéité, au maximum 5 signes par type d'image. Et alors pourquoi je laisse de côté pour le moment la tiercéité, qui pourtant sera essentielle? Bon. Alors c'est tragique parce qu'il faut que j'aille au secrétariat. Vous tenez encore ou vous tenez plus? Parce que si vous tenez plus, c'est pas la peine. Je sens qu'il faudrait que je donne un petit exemple. Ça arrangerait peut-être tout, mais vous comprenez, je donne un exemple pour que... Bon, je prends, moi, la priméité. Que ceux qui au moins étaient là l'année dernière, ils comprendront. Et vous comprenez pourquoi j'ai besoin des mots de Peirce, pourquoi j'ai le droit d'une certaine manière de leur donner un autre sens. Pour moi, la priméité, c'est l'image-affection. Et en effet, l'image-affection, c'est la qualité ou la puissance considérée en elle-même, indépendamment d'un état de choses. Indépendamment d'un état de choses où elle s'actualiserait. D'accord, ça c'est clair. Quand vous prenez une qualité ou une puissance, quand vous considérez une qualité ou une puissance, indépendamment d'un état de choses actuel, existant, dans lequel cette qualité s'actualise, à ce moment-là, vous vous trouvez devant une image affection. Je prends un exemple. La frayeur. La frayeur a toujours une cause. Je suis devant un précipice. Je suis effrayé. Bon, d'accord. La frayeur a toujours une cause. Ça n'empêche pas qu'elle existe comme frayeur, indépendamment de sa cause. Et vous pouvez la considérer indépendamment de toute cause. En d'autres termes, vous pouvez la considérer indépendamment de tout état de choses actuel. Vous me direz, il y a toujours un état de choses actuel, d'abord j'en suis pas sûr, pas tellement évident, mais vous la considérez comme pure puissance, pure potentialité. Ça, on l'a vu avec la priméité chez Peirce, ça, on conserve tout ça. Je dirais, voilà une image de priméité. Bon, alors... Bon, d'accord. Voilà. L'analyse que j'avais essayé de faire l'année dernière sur l'image-affection me donnait ceci. Mais une qualité-puissance considérée en elle-même, ça veut dire quoi? Remarquez, là aussi, ce n'est pas du tout des objections. Peirce, il s'en contente, puisque ça renvoie à une pure conscience immédiate qui n'est jamais donnée. Donc, il n'a pas besoin d'autre chose. Moi, je me disais, j'ai besoin d'autre chose. De le définir purement, plus ontologiquement, moins logiquement.
Je disais, c'est pas difficile, c'est une qualité. C'est une qualité ou une puissance telle qu'elle peut être exprimée par un visage. Elle n'est pas actualisée dans un état de choses. C'est une qualité-puissance en tant qu'exprimée. Bon. C'est même trop dire par un visage. C'est une qualité-puissance exprimée et pas actualisée. Bon, mais qu'est-ce que c'est la variable d'expression? Il ne faut pas aller très loin dans l'analyse pour arriver à dire, eh bien, la variable d'expression, c'est un visage ou un équivalent de visage, quelque chose qui fait fonction de visage. Un pied peut très bien faire fonction de visage. C'est ce qu'on appellera une visagéification. Oh, très bien. Ou même une proposition. Une proposition peut faire fonction de visage. Une proposition, c'est un visage mental. La proposition, c'est un visage en tant qu'elle exprime. Exprimer n'est qu'une de ses dimensions. C'est seulement sous cette dimension qu'une proposition est un équivalent de visage. Je dirais donc, il y a un premier signe de l'image-affection, et le premier signe de l'image-affection, c'est qualité-puissance en tant qu'exprimée, 3 petits points, en tant qu'exprimé par un visage, ou un équivalent de visage, ou une proposition. J'appelle ça une icône. Donc j'ai besoin du même mot que Peirce, le sens est pourtant très différent. Pour moi, une icône sera une qualité ou une puissance en tant qu'exprimée. Sous-entendu, si elle est exprimée, elle ne peut l'être que par un visage, un équivalent de visage ou une proposition faisant fonction de visage. Voilà le signe de composition de l'image-affection. Ah bon? C'est le signe de composition, en effet, c'est pas du tout génétique. C'est de ça qu'est composée l'image-affection. Elle est composée par l'expression. D'où un soupçon, mais l'expression. Ou sa variable, l'exprimant, c'est-à-dire le visage, l'équivalent de visage ou la proposition. Essayons de chercher un peu. Est-ce qu'il n'y a pas 2 pôles? Oui, il y a 2 pôles. On avait vu, là je récapitule quelque chose pour... même j'espère que ceux qui n'étaient pas là l'année dernière s'y retrouvent quand même. Mais il y a 2 pôles. Et en effet, il y a 2 pôles du visage. Le visage peut être considéré comme un contour, que j'appellerais à ce moment-là contour visagéifiant. Il est essentiellement exprimant parce qu'il est contour. C'est son contour qui est expressif. C'est le pôle de la réflexion. Le visage est réflexif ou songeur. Et puis, il a un tout autre pôle. Non pas contour visagéifiant, mais ensemble de traits discontinus. Un œil qui luit, un nez qui renifle, une bouche qui s'ouvre, et on saute de l'un à l'autre. Enfin, je dirais que le visage est pris comme ensemble dynamique, cette fois-ci, de traits de visagéité, et non pas de contours visagéifiants. Et en effet, j'avais essayé de montrer l'année dernière comment la peinture, avec tout à fait ces 2 pôles, et que l'art du portrait nous présentait tantôt un pôle de contour, une prévalence du contour visagéifiant, et tantôt une prévalence des traits prélevés sur la masse, avec des sauts de l'œil au nez, etc. Et pas du tout la ligne contour, la grande ligne contour que vous trouvez au XVIe siècle, par exemple. Au XVIIe, là, portrait subit une espèce de... On passe d'un pôle, tout se passe comme si on passait d'un pôle à l'autre du visage. Enfin, je simplifie beaucoup.
formidable pour moi. Je pourrais dire déjà mes icônes, qui est pour moi le premier signe de l'image affection. Et donc tout va être décalé déjà, ça ne va pas être là du tout l'icône. Ce sera le premier signe de l'image affection, et je dirais c'est le signe de composition. Mais à ce titre, il y a deux sortes d'icônes. Les unes, je pourrais chercher des mots très compliqués, mais pour pas exagérer, les unes, nous les appellerons icônes de contour, les autres, nous les appellerons icônes de trait. Bon, à charge pour nous, dans le véritable art des icônes, est-ce qu'il n'y aurait pas des équivalences? Est-ce qu'on ne trouverait pas des icônes de contour et des icônes de trait? L'histoire des cathédrales, est-ce qu'il ne faudrait pas de ce point de vue considérer même des choses de sculpture, etc. Et puis, je termine vite cet exemple et puis on s'en tiendra là, pour que vous alliez plus vite en vacances. Et puis c'est pas tout forcément. Parce que je me dis, bon, l'icône c'est un signe de composition, mais en effet, ça ne dit rien sur la genèse de l'image affection. Ça me dit si peu sur la genèse de l'image affection que le visage, que ce soit sous forme d'icône de contour ou d'icône de trait, c'est une grosse unité. Très grosse unité. Ça procède en gros. C'est à peu près, il y a une histoire idiote aussi, vous savez. C'est le fameux effet Kuleshov. Il y a un acteur là qui a la même expression, et puis on fait un montage, et cette expression est censée correspondre une première fois à une femme, alors elle devient le désir, deuxième point à un repas, à de la nourriture, alors elle devient la faim, troisième point, je ne sais plus à quoi. C'est idiot, parce que c'est idiot. Ça ne concerne absolument pas le problème des associations avec un contexte. Il n'y avait pas besoin de faire cette expérience. Il y a longtemps que tous les psychologues et que les gens de bon sens ont remarqué que le visage était un instrument très très peu différencié quant à l'expression des affections, qui dispose de très peu d'expression. Il y a longtemps que, je me rappelle, dans les romans de Sartre, il y a toujours une métaphore, pas une métaphore, une note qui revient, ça c'était très signé Sartre, qui revient se ressemble plus que l'envie sexuelle et le besoin de dormir. Pas toujours vrai, mais souvent, souvent, le désir sexuel et l'envie de dormir. Ah oui, j'ai inversé, tiens, c'était bien, mais en effet, toujours... Finalement, comme diraient les matérialistes grossiers, dans toute émotion, il y a quoi? Il y a une décharge d'adrénaline. Ça se ressemble. Je peux dire tout au plus que si je ne considère pas l'état de choses où c'est forcé, c'est de la grosse expression, c'est de la composition. Le visage, finalement, il n'exprime que des affects composés. Pour arriver à des expressions d'affects purs, il faut des efforts très particuliers. Sinon, vous exprimez toujours des affects composés. Alors là, on voit très bien que l'image affection, en tant que signifiée par une icône, c'est-à-dire en tant qu'exprimée par un visage ou un équivalent de visage, elle trouve seulement un signe de composition. L'icône n'est qu'un signe de composition relativement grossier. Il pourra tout au plus accentuer un pôle, accentuer l'autre pôle. Mais la genèse des affects, ce serait quoi? La genèse des affects, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fin. Je réclame donc une instance plus fine que le visage. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fin que le visage.
Avec un visage, et puis un visage, ça peut toujours mentir, ça peut toujours tout ça, ça peut toujours... il y a quelque chose de beaucoup plus différentiel. Quelque chose qui serait peut-être alors comme la genèse des affections. L'élément génétique, l'élément différentiel, c'est quoi? C'est, pour le moment, c'est certains lieux ou certains types d'espace où là, les affects sont beaucoup plus fins. Au point que ces espaces sont même des répertoires, sont même des conservatoires d'affects encore inconnus. On a l'impression qu'on est pénétré par des affects qui viennent d'un autre monde. Bon, le cinéma, et j'en parlais l'année dernière, parce que le cinéma, il en a beaucoup joué. Attention, ce n'est pas des espaces-temps déterminés, puisque les espaces-temps déterminés, ils font partie de la secondéité, ils font partie de l'image-action. Non, je n'ai pas le droit de me contredire à ce point-là. Ce ne sont donc pas des espaces-temps actualisés. Comment on appellera ça? L'année dernière, c'est l'un d'entre vous qui avait proposé ce mot, on appellerait ça des espaces quelconques. Ce qui ne veut pas dire des espaces universels en tout temps, en tout lieu. Ce qui veut dire des espaces qui n'ont pas d'autre fonction que exhiber des affects, exhiber des qualités ou des puissances pures. Par exemple, l'espace des ombres de l'expressionnisme allemand. Voilà un espace quelconque. Autre exemple d'espace quelconque, des espaces dans lesquels on ne s'oriente pas. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne s'oriente pas, ce sont des espaces dans lesquels les parties de cet espace ne sont pas orientées les unes par rapport aux autres. C'est des espaces sans raccord, ou au contraire, ça revient au même, où chaque partie est unie à d'autres par une multiplicité de rapports possibles. Par toutes sortes de rapports possibles, où les rapports ne sont pas déterminés de manière univoque. Ce sont des espaces, donc, à la lettre déconnectés. La connexion d'une partie à une autre peut se faire de 1000 façons. En mathématiques, en géométrie, on connaît bien ça, c'est même ce qui apparaît dans la géométrie riemannienne, où les voisinages n'ont pas de coordination univoque, et la connexion de deux voisinages peut se faire d'une infinité de manières. Bon, je dis, la qualité-puissance a un premier mode en elle-même, indépendamment de son actualité, indépendamment de son actualisation. Une qualité-puissance pure a deux modes pas d'existence, deux modes d'apparaître. Elle peut apparaître en tant qu'exprimée par un visage ou un équivalent de visage, on l'a vu, et elle peut apparaître en tant qu'exhibée dans un espace quelconque. Je dirais l'espace quelconque beaucoup plus fin. C'est la véritable genèse, c'est le véritable élément génétique des affects. C'est dans les espaces quelconques que les affects se naissent, se forment. C'est ensuite seulement qu'ils seront pénis par un visage. Vous lâchez un visage dans un espace quelconque, vous avez un film de terreur. Bon. Alors, bien, ça me donne quoi? Je dis image-affection, priméité. C'est-à-dire qualité-puissance à l'état pur.
Premier signe, signe de composition. Je l'appelle icône. Deuxième signe, les espaces quelconques qui exhibent. Les espaces quelconques qui exhibent la qualité ou la puissance pure. C'est ça que j'appelle qualissigne. Je dirais l'image affection a deux signes, l'icône et le qualissigne, au plus court. Au plus long, elle a 4 signes. L'icône de contour, l'icône de trait, qui correspondent aux deux grands pôles du signe de composition. Et du côté des espaces, des qualisignes. Encore une fois, j'appelle qualissigne un espace quelconque en tant qu'il ne fait rien d'autre qu'exhiber une qualité ou une puissance pure. De ce point de vue, il y a deux types d'espaces quelconques. Il y a les espaces désorientés ou déconnectés, qui se définissent ainsi. Pas de raccord, ou du moins pas de raccord univoque d'une partie à une autre. Mais il y a aussi un autre type d'espace, l'espace vide ou vidé. Un autre type d'espace quelconque, l'espace vide ou vidé. Je dirais que le premier est un signe de naissance, le second un signe d'extinction. Bon, je prends là pour que ce soit très clair, les trucs de cinéma, hein, j'y reviens très vite. Pour mes 4 signes, un gros plan visage, on l'avait vu l'année dernière, il a ces deux pôles. Il y a des gros plans visage qui sont centrés sur le contour, souvent, pas exclusivement, souvent par exemple chez Griffiths, il y a le gros plan visage qui est presque exclusivement fondé sur le trait. C'est beaucoup plus le gros plan Eisenstein. Là, je trouve bien mes deux signes, mes deux icônes. Le gros plan étant l'icône cinématographique. Pour les espaces quelconques, c'est très fréquent. Et ça déborde le film de terreur. Je citais l'espace d'ombre de l'expressionnisme, lorsque l'ombre noie les contours, noie les tas de choses, etc. C'est évident, mais d'une manière plus moderne, la recherche sur les espaces chez les grands auteurs de cinéma a été une sorte fantastique depuis longtemps. Je prends les exemples, espaces déconnectés, où vraiment, précisément, c'est tout ce qu'on appelle, par exemple, le problème des faux raccords, ou pas de raccord du tout. Minimiser les raccords d'un lieu au lieu voisin. C'est le propre de quoi? Un des plus grands, et un des premiers, c'est Bresson. L'espace déconnecté, parce que précisément, il veut obtenir par là des espaces à valeur tactile, qui deviennent des espaces visuellement quelconques, des espaces complètement déconnectés. Par exemple, le pickpocket est un chef-d'œuvre, mais déjà le procès de Jeanne d'Arc, vous trouvez la cellule qui n'est jamais prise en plan d'ensemble, hein, mais qui est prise, toujours là, en succession d'angles fermés, sans connexion, ou avec des connexions équivoques. Donc je dirais Bresson est un grand cas. Mais dans tout le cinéma contemporain, s'est fait une recherche très très passionnante sur ces espaces déconnectés, que vous trouvez par exemple complètement dans le néo-réalisme italien.
Pensez à la forteresse de Paisa, par exemple, de Rossellini. C'est que vous trouvez complètement dans l'école de New York, au cinéma. Pour moi, un des plus grands de l'école de New York, c'est évidemment Cassavetes. Or, Cassavetes a multiplié les espaces quelconques, alors les espaces déconnectés, où on ne comprend absolument pas comment un type passe du lieu au lieu même voisin, où il y a un type de faux raccord, c'est un génie du faux raccord. Bon, la nouvelle vague française, j'en parle pas, des espaces déconnectés de Godard, alors c'est célèbre, tout ça, bon. Là, il y aurait toutes sortes de recherches, on a des esquisses là et derrière. Mais les espaces vides, vous les trouvez également, c'est célèbre. C'est célèbre. Il y a notamment il y a 3 génies. Bon, il y a tant de génies partout. Mais il me vient immédiatement 3 noms à l'esprit. Les espaces vides de Straub. Les espaces vides, moi c'est celui qui m'intéresserait le plus de tous. Les espaces vides d'Antonioni. Les plans vides d'Antonioni, vous savez, après que les choses se soient passées, après l'actualisation, après l'événement, nous flanque l'espace vidé. Par exemple, pensez à la fin de Profession Reporter, la caméra, sa mention, l'espace qui est complètement vidé. Splendide, splendide, c'est un beau cas d'espace vidé. Et alors, pas du tout dépotentialisé, mais qui au contraire n'existe plus par ses potentiels affectifs. Et celui j'aurais pu commencer par lui, parce que historiquement il a dû être le premier, évidemment Ozu. Ozu, les champs vides d'Ozu, qui ont aussi une valeur très intense, affective, intense, et où là c'est tellement minutieux, et ces champs vides, contrairement à ceux d'Antonioni, sont volontairement tellement insignifiants, que s'y fait alors vraiment l'élément génétique de l'affection. Je résume ceci, vous voyez, et c'est tout ça que je voudrais systématiser à la rentrée. Non seulement on aura une toute autre, c'était pour donner un exemple, au moins cet exemple on l'aura. J'aurais par exemple, dans un tableau d'une toute autre nature, on verra, j'aurais image, affection, priméité. Et puis j'aurais en haut, là, signe de composition, ce qui me donnerait icône ici. Et puis là, signe génétique, ce qui me donnerait palicide. Et puis j'aurais mes 2 signes de composition, icône de trait, icône de contour, et puis j'aurais mes 2 calicygnes, calicine de déconnexion et calicine de vacuité. Ce serait aussi joli, ce serait bien, vous voyez. Là, j'en aurais 4 dans ce cas-là. Il y aurait des cas où j'en aurais que 2. Parce que surtout, il ne faut pas que ça marche avec une loi, il faut que ça change à chaque fois. Hein. Alors, ça, j'ai absolument besoin que pour la rentrée, ceux qui n'auront pas été dégoûtés complètement, vraiment se rappellent ça. Et surtout se rappellent le tableau de Peirce. Très bonnes vacances. Oui. Je veux bien tout oublier, mais pas ça. Ça donnera famille, hein. Et un an, moi, on se retrouve au secrétariat de Bordeaux, en dessous, mais non, c'est dans la montagne. Là où on était avant, mais plus loin. Ah, dis-moi qu'elle est plus belle que cette hauteur.